Monsieur Dumaret, vous êtes administrateur des Poissons Roses, auteur et rapporteur du groupe qui a travaillé et produit le rapport intitulé « La famille durable au-delà des fascinations biotechniques » que vous trouvez disponible en ligne sur le site poissonrose.org. Vous êtes juriste dans l'administration, chargé de cours à l'université Paris-Nanterre et vous allez donc aujourd'hui pouvoir vous adresser à votre auditoire lors de cette j'allais dire merveilleuse, mais le mot m'échappe, désolé, c'est un lapsus, cette grande université d'été 2018. Merci. Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'inviter, d'inviter à travers moi les Poissons Roses à présenter ce rapport qui est donc disponible sur le site poissonrose au pluriel toutattaché.org que vous pouvez télécharger ou obtenir pour la modique somme de 5 € et il fait, je crois, 86 pages. Merci beaucoup de nous donner cette possibilité de présenter ce travail. Alors, quelques mots d'abord sur les Poissons Roses. C'est un mouvement chrétien à gauche qui est né en fait en 2010 et qui avait comme objectif de créer un courant, d'où le terme de poisson, mais aussi de rapport évidemment avec le symbole chrétien, au sein du PS, d'où la notion de rose. Et bon, de fil en aiguille, nous avons présenté un candidat aux primaires de la gauche qui n'a pas eu les parrainages suffisants pour pouvoir concourir, et nous sommes transformés en un think tank, l'objectif étant d'animer le débat public et d'avoir une relecture chrétienne d'un certain nombre de conflits qui l'animent. Et donc j'ai animé et écrit ce rapport sur la famille durable et sur quelques questions de bioéthique. Et nous lançons cette semaine d'ailleurs un autre groupe de travail qui va produire un rapport sur les invisibles de la société française. Ceci, j'allais dire, s'insérant dans la continuité d'un manifeste qui s'appelle « À contre-courant », qui a été publié de mémoire, je crois, au CERF en 2016. Et notre soubassement, j'allais dire, philosophique est celui d'Emmanuel Mounier et du personnalisme. Alors, ce rapport, je vais essayer de le présenter assez rapidement, parce que je crois qu'en plus, il y a un petit peu de temps à rattraper. Je voudrais d'abord insister sur sa méthode et notre approche, qui, je crois, sont un petit peu inédites. Alors, la méthode, bon, elle n'est pas très originale. Elle a consisté à créer un petit groupe de travail en notre sein de 6 membres, dont j'étais donc le rapporteur. Ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi nos membres, il y a, je vais dire, des familles, enfin des hommes ou femmes mariés, grands-parents, etc. Et puis il y a un divorcé remarié et une de nos membres qui n'est pas mariée mais qui vit avec le même homme depuis, je crois, plus de 40 ans. Donc des parcours un petit peu différents en termes de relations, notamment avec le mariage. Et notre objectif a été d'aller à la rencontre et d'écouter les acteurs, j'allais dire, et les experts aussi, de Ludovic de la Rochère, qui nous a fait l'honneur de venir parler devant notre groupe de travail, Monsieur Andrès, jusqu'à David et Jonathan. Vous savez, David et Jonathan, c'est ce groupe, ce mouvement chrétien homosexuel, qui est le premier mouvement homosexuel en France, 1972. Et d'ailleurs, ils étaient, note de bas de page, ils étaient extrêmement, presque surpris qu'on les invite en disant « mais on ne nous invite jamais dans les mouvements chrétiens et encore moins dans l'Église ». Bon. Alors ce périple de 6 mois, parce qu'on a donc entendu un certain nombre de gens, qui étaient d'origine aussi et de confession très, très variées, je dois dire, nous a transformés. Et ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Rencontrer les gens, discuter avec eux, c'est mettre un visage, c'est comprendre une expérience. Quand vous avez une jeune femme homosexuelle qui, avec son grand sourire, nous explique sa problématique, sa vie, que nous, on arrive en disant « oh, sur le fond, elles n'ont qu'à se débrouiller avec leurs copains. Elles ont des copains, elles se débrouillent. » Et qu'elle vous dit avec un grand sourire « vous êtes hétérosexuel, est-ce que vous feriez l'amour avec un homme ?» Oups. Parce que moi, l'homosexualité, je ne l'ai pas choisie. Et si je l'ai choisie, enfin si je suis homosexuel, c'est que je ne supporte pas le contact avec un homme.
Alors du coup, votre conclusion, j'allais dire, vous êtes obligé de la scratcher et de vous dire, tiens, un peu plus compliqué. Voilà. Donc il faut une grande prudence, beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance dans ces problématiques qui touchent à la nature humaine. Et il y a des expériences qui sont parfois aussi compliquées et parfois tragiques. Alors notre approche, elle est, j'allais dire, non dogmatique et la plus large possible. Non dogmatique, c'est au sens, j'allais dire, premier et positif du terme. Nous ne nous inspirons pas du dogme chrétien, ni des valeurs chrétiennes, ni du droit naturel. Et nous avons essayé d'élargir la focale, c'est-à-dire d'aller, j'allais dire, au-delà des conflits qui ont traversé la société française au moment de la loi Taubira, et qui, nous en sommes vraiment persuadés, ont ces conflits, j'allais dire, fait passer à la trappe le débat qui est le plus important, et d'ailleurs c'est intéressant parce que je rejoins de ce point de vue-là M. Andrès. Quelle famille est-ce que la société française veut au milieu du XXIe siècle? Parce que finalement, c'est ça le sujet. Et je donnerai la première conclusion, comme première conclusion d'ailleurs dans l'ordre inverse du rapport, parce que c'est la dernière partie du rapport, ce que nous écrivons sur ce que nous appelons la famille durable. Alors au passage, nous ne donnons pas de définition de la famille durable, parce que justement, il nous semble que c'est à l'issue d'un processus que l'on doit collectivement identifier ce que la société française veut comme famille durable. Vous verrez à la fin du rapport, chacun des membres donne sa définition de la famille durable. Parce que finalement, c'est le sujet majeur de la société. La PMA, c'est un épiphénomène en réalité. C'est quoi? C'est 300... Bon, il y a des évaluations qui sont très variables. On parle de 300 naissances, on parle de 3000 personnes intéressées. Les problèmes de recomposition de familles monoparentales, etc., c'est entre 8 à 10 millions de Français qui sont concernés, plus ou moins directement, mais qui sont concernés. C'est les enfants, c'est les parents, les beaux-parents, les grands-parents. Quelle autorité ont-ils sur leurs petits-enfants? Lorsque parfois il y a des problèmes techniques à résoudre, mais il y a aussi parfois des vacances de responsabilité, etc. Et donc, il nous a semblé que le vrai sujet était là, sachant que notre interrogation, c'est il nous faut réfléchir à ce qui doit faciliter la stabilité de la société et l'épanouissement de l'enfant. L'enfant qui aujourd'hui est en réalité finalement le lieu de la famille. On est passé d'une famille qui était centrée sur le couple, avec le projet de procréation et ensuite d'éducation, à une famille qui est finalement qui rayonne autour de l'enfant. Et cet enfant, c'est quand même la personne qui est la plus fragile de la société, en tout cas de l'ensemble du réseau d'adultes qui l'entourent. Et donc c'est lui qu'il faut protéger. Et donc notre première demande, notre première revendication, c'est qu'il y ait des états généraux de la famille qui puissent mettre l'ensemble des problématiques qui concernent la famille sur la table, que l'on ait aussi une vision globale et prospective. Parce que ce qui est aussi étonnant, et là je remonterai à avant 1994, c'est que, par exemple, si on prend la question du droit de la famille, on s'aperçoit qu'il y a eu un lent détricotage, petite problématique par petite problématique, à partir en réalité de la fin de l'ère gaulliste. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que c'est un sujet transpartisan qui concerne des mesures que nous notons un peu dans le rapport. Elles ont été prises par des gouvernements de droite ou par des gouvernements de gauche, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu d'approche, j'allais dire, globale de la problématique de la famille. Or, cette problématique de la famille, elle s'inscrit aujourd'hui, et ça c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, dans un contexte démographique absolument révolutionnaire. On a été beaucoup impressionnés par plusieurs personnes qui nous ont présenté des études démographiques. D'habitude, la démographie, on voit ça de loin. On dit la société française, il y a les vieux, ils sont trop nombreux, ils ne financent pas les retraites, machin, il n'y a pas assez d'enfants, etc. Mais si on se met à la place des individus, là, ça devient tout à fait étonnant. Moi, je fête aujourd'hui mon anniversaire de mariage, 28 ans de mariage aujourd'hui. Oui. Bon. Et ben, en fait, mon couple, s'il dure, il est à mi-vie. J'ai encore au moins 30 ans de vie en couple avec mon épouse.
mes enfants sont élevés. En 1950, en gros, la mortalité des hommes était de l'ordre de 65 ans, 65-70 ans, c'est-à-dire qu'ils profitaient un petit peu de la retraite, puis c'était terminé. Donc on voit bien que implicitement, le projet du couple, c'était la procréation, l'éducation. Et puis malheureusement, après, la mort arrivait très vite. Maintenant, c'est une autre vie. Prenons la mort, justement. En 1910, un enfant de 10 ans ne connaissait pas ses grands-parents, avait sans doute vu la mort d'un de ses parents et très certainement la mort d'un ou de plusieurs de ses frères et sœurs. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans, il a peut-être vu la mort d'un de ses grands-parents, c'est pas certain. Il n'a sûrement pas vu la mort d'un de ses frères et sœurs. Donc on n'a pas la même relation avec la mort. Et ça, ces questions, je crois qu'il faut qu'on les pose, qu'on se situe dans cette nouvelle problématique qui va structurer, en quelque sorte, tout ce que nous appelons, ou ce que nous aimerions appeler famille, dans les années à venir. Alors, soutenir tout ce qui renforce la stabilité et l'engagement. Et de ce point de vue-là, une de nos recommandations, pour ne pas dire demande, c'est que évidemment que l'on touche aux droits de la famille avec une main tremblante et en ayant une vision globale, mais aussi j'allais dire il faut resacraliser le mariage républicain, resacraliser ce qui marque l'engagement finalement d'un couple vis-à-vis de la société. Que ce couple d'ailleurs, et beaucoup de mariages civils sont célébrés ainsi, que ce couple ait déjà des enfants. On a auditionné un certain nombre de gens qui préparent au mariage, notamment au mariage civil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui s'engagent, qui n'ont pas le profil du catho classique, etc., ils veulent quand même marquer un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs proches, mais aussi vis-à-vis de la société. Et ça, il faut le valoriser. Et encore une fois, petite publicité, note de bas de page pour ce que fait l'association Cap Mariage. Est-ce qu'il faudrait que l'Église bénisse ces remariages? Pourquoi pas? On pose la question. Alors la deuxième conclusion, et vous l'attendez, qu'est-ce qu'on a dit sur la PMA et la GPA? Bon. Pour nous sommes contre l'extension de la PMA aux couples homosexuels et contre la GPA, mais j'allais dire par un cheminement qui repose avant tout sur la notion de bien commun. Et à travers, j'allais dire, deux éléments. À travers ce qu'est le rôle de la loi dans une république. Elle doit il faut qu'elle retrouve finalement son rôle d'expression de l'intérêt général et non pas de l'intérêt de collectif au pluriel. On est arrivé à une espèce d'impressionnisme et de parcellisation finalement, non seulement du rôle du législateur, mais du statut de la loi. Et là, je renvoie à des travaux d'un philosophe du droit italien qui s'appelle Natalino Irti, qui intitule son livre, et c'est très clair, « Le nihilisme juridique ». Il faut redonner du sens, finalement, à ce qu'est la loi. Et on arrive, cette perte de sens de la loi conduit à ce que moi j'appelle le pharisaïsme laïque, c'est-à-dire on crée des statuts pour chaque petit groupe, et en fait, on enferme chaque petit groupe dans un statut, y compris d'ailleurs, sans doute, les homosexuels, à travers le mariage, à travers peut-être, je ne sais pas, ça dépendra du législateur, la PMA. Et on enferme l'individu dans des cases juridiques, et finalement, on en perd le sens de ce que Mounier appelait la personne. C'est-à-dire non pas l'individu, mais la personne, reliée évidemment à une transcendance chez Mounier, mais aussi aux autres, grâce et à travers cette transcendance. Le deuxième élément, c'est évidemment le refus de la réification et donc de la marchandisation du corps. Nous, on a une expérience, parce qu'on a, j'allais dire, on a milité, on milite dans des mouvements de gauche, de ce qu'est le marché. Le marché, c'est un rapport de force. Parfois, il est régulé par l'État, par le droit de la concurrence, mais c'est un rapport de force. Et donc, dans un rapport de force, c'est toujours le plus faible qui trinque. Et donc ça, nous voyons bien qui va être le plus faible, c'est l'enfant, c'est peut-être la mère porteuse dans un pays en voie de développement, c'est sans doute pas du tout ni les parents, ni les mères dans les pays développés. C'est aussi, à travers la réification et la marchandisation du corps, le statut de la médecine qui est posé. Nous sommes très attachés à garder à la médecine son statut réparatrice. Et de ce point de vue-là, non,
il n'y a pas de rupture d'égalité vraiment entre couples hétérosexuels et couples homosexuels face à la FIVET et à la PMA pour donneur. L'homosexualité n'est pas une pathologie, heureusement, et les situations sont différentes. Réification aussi de la procréation. Effectivement, de ce point de vue-là, les mouvements homosexuels n'ont pas tort en disant qu'il ne faut pas confondre le géniteur et le père. Mais nous, j'allais dire, nous sommes attachés justement à ce que, on s'intéresse et on se focalise, on se centre sur le rôle du père, le géniteur risquant d'être un fournisseur de sperme, sympathique sans doute, mais un simple fournisseur. Or, ceci, c'est une réification et aussi de l'être humain. La question de l'absence du père est complexe. Et ça aussi, c'est une des leçons de cette pérégrination à travers des interviews et des entretiens avec des experts ou des personnes ou des acteurs de la problématique. La psychologie nous dit qu'en fait, le père, c'est une histoire qui se crée avec les parents éventuellement adoptifs, qui se crée aussi par l'enfant, que l'enfant crée lui-même, etc. Et malheureusement, c'est une histoire qui peut être tragique. On connaît tous des mauvais pères, entre guillemets. Mais cette question de l'identité, de l'image du père ne doit pas être rattachée à l'identité du père, du géniteur. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas finalement favorables à la levée de l'anonymat. Ça peut poser en réalité plus de problèmes qu'on ne le pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'absence de père n'est pas anodine. Et compte tenu du fait qu'il n'y a aujourd'hui aucune étude qui soit déterminante pour prouver que l'absence de père dans un couple homosexuel ne pose aucun problème, nous disons là, il y a un principe de précaution à appliquer. Donc, du coup, nous sommes contre la loi sur l'extension de la PMA et, pour les mêmes raisons et de façon plus évidente, contre la GPA. Avec une note de bas de page quand même. C'est que nous avons demandé, enfin c'est une de nos revendications, on l'a d'ailleurs écrit dans une tribune, que ce type de législation qu'on peut qualifier de sociétale, qui emporte finalement les générations à venir et qui détermine le statut de ce qu'est l'être humain, eh bien devrait être pris avec une majorité de 2/3 des parlementaires. Ça ne doit pas être un élément de simple majorité contingente d'un moment ou d'un autre. Au minimum, merci. Au minimum, les partis devraient lever la discipline de parti dans ce type de vote. Alors, bon, je termine par simplement en disant que nous n'avons pas été très détaillés sur le point que nous sommes pour le refus de l'euthanasie, pour une raison assez simple, c'est qu'il faut d'abord que la loi Claes-Leonetti soit mise en œuvre, ce qui n'est pas encore complètement le cas, ni juridiquement, ni a fortiori en termes de moyens. Alors, j'arrive au bout de mon temps. Je voudrais simplement, en conclusion, vous dire que si vous souhaitez approfondir la discussion, moi, j'interviens dans le cadre de ce que les Parisiens connaissent peut-être, les entretiens de Sion, à l'école Notre-Dame de Sion, qui a lieu le 26 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, entre 19h30 et 21h30. On peut s'y inscrire par le site poissonrose au pluriel.org. Et encore une fois, merci de nous avoir accueillis ce soir.